Bien bonsoir et bienvenue donc à notre émission. On est toujours debout, parce que c'est un peu tôt quand même. Donc bon, c'est un peu moins glorieux que des proches et le tribunal du Flamandier de l'année dernière. Cette année, c'est une émission donc de Laurent Ruquier qu'on a choisi de pasticher, qui s'appelle donc On n'est pas encore couché. Voilà, hein, pour ceux qui connaissent pas et qui n'ont pas l'occasion de regarder TF1 le samedi soir en deuxième partie de soirée. France 2, France 2, excusez-moi. France 2. C'est donc du service public, ça. Un peu comme vous, c'est une mission de service public. Bon, d'accord. Donc, c'est une émission de Laurent Ruquier. Voilà, donc on a des invités, on a des chroniqueurs. Les invités vont venir pour nous expliquer ce qu'ils font. Et puis les chroniqueurs, généralement, ils sont là pour être un petit peu caustiques avec nos invités. Mais tout d'abord, cette émission, puisque donc j'ai eu l'occasion de la regarder depuis quelque temps, commence par une séquence qui s'appelle « Ceux qui n'ont pas pu venir ». Puisque c'est une émission d'actualité, donc évidemment, généralement on invite les gens qui font l'actualité. Alors les premiers qui n'ont pas pu venir, malheureusement, c'est Larry Page et Sergey Brin, les deux cofondateurs de Google qu'on avait invités. Qui était de doigts de venir, hein. Vraiment ça s'est joué à pas grand chose. Il y avait un conseil d'administration de Google et puis ils savaient qu'il y avait Nicolas Monseigne qui était là pour la présenter. Donc finalement ils ont décidé de pas venir. C'est dommage parce qu'on avait plein de questions à leur poser. Je pense que le côté caustique était facile avec Google+, qui est en train de se casser la figure complètement. On sait que ce concurrent de Facebook, donc encore une fois, un échec de Google dans le social. On aurait quand même voulu leur poser des questions un petit peu sur leur investissement dans le e-tourisme. Parce qu'on a vu encore très récemment le chef du service tourisme irlandais, celui de France, nous dire non, promis, on vendra jamais de voyage. Mais enfin, depuis quelques temps, hein, ils ont racheté donc le logiciel essentiel dans l'aérien, ITA. Donc, ils ont sorti Google Search Flights. Ils ont investi un petit peu de sous dans l'hébergement à travers HomeAway et ils ont sorti Google Hotel Finder. Ils viennent de racheter Zagat, l'équivalent du Guide Rouge Michelin. Ils sortent toute une panoplie d'outils dont nous a parlé Nicolas Monseigne. Donc ça aurait été quand même intéressant d'avoir leur vision. On avait invité l'an dernier, Nicolas l'a rappelé, le Head of Travel de Google France, mais clairement, ces gens-là sont là pour vendre un peu d'AdWords et pas trop pour parler de stratégie. Il n'y a que ces deux-là qui peuvent en parler de la stratégie et comme ils ne sont pas là, on n'en saura pas beaucoup plus. On avait pensé inviter aussi le docteur Nicolas Bonnemaison. Alors d'une part parce qu'il fait l'actualité, parce que c'est le local de l'étape aussi. Alors même s'il exerce à Bayonne, il vient assez régulièrement sur Pau, autour du palais de justice. Donc pour ceux qui le connaissent pas forcément, c'est ce médecin donc qui a priori aurait euthanasié 8 de ses patients. Donc on se disait que vu les thèmes abordés, il pouvait être intéressant de voir comment il considérait la fin de vie et comment il fallait faire quelque chose. Et puis juste après la plénière, et vu le nombre de gestionnaires de SIT dans la salle, on s'est dit que ça allait être une boucherie. Donc finalement, on a préféré pas l'inviter. Bon alors évidemment, eh oui, oh là là, mon Steve. On lui a fait de la pub d'ailleurs, ce matin avec l'écran Mac, là il est passé en permanence. Non, Steve Jobs, là aussi, franchement c'était vraiment à deux doigts. On l'a contacté au mois d'août quand on a su qu'il prenait un peu de recul par rapport à Apple. On s'est dit, tiens, finalement il aura un peu de temps. Pourquoi pas, sa secrétaire était assez ouverte, on l'a eu au téléphone. Et puis Steve donc est allé faire un tour sur le site de ses copains Sergey et Larry pour voir un peu ce qu'on disait sur Pau. Il a vu que c'était pas très loin de Lourdes. Et il s'est dit, tiens, je pourrais peut-être passer un petit week-end avant Pau. Je m'arrête sur le chemin à Lourdes. Bon, ça peut être intéressant. Donc il est assez partant. Et puis il a continué de descendre un peu sur la page de Google et il est tombé sur le docteur Nicolas Bonnemaison. Eh ouais, la e-réputation d'un territoire, c'est pas facile, Et on maîtrise pas tout, forcément. Et donc, voilà, Steve, finalement, a décidé de ne pas venir. On sait tous ce qu'il en est advenu. Je pense que c'est dommage pour lui, dommage pour Lourdes, dommage pour nous, surtout, puisqu'il paraît qu'il a laissé une feuille de route à 10 ans à son successeur, avec tous les produits Apple qui vont sortir dans les 4 années, qui sont complètement déjà designés.
Donc là, on aurait pu prendre un petit temps d'avance quand même, hein, si on avait pu avoir Steve Jobs parmi nous expliquer un peu tout ça. Donc ce ne sera pas le cas, malheureusement. Bah, évidemment. Pourquoi vous rigolez? On a voulu qu'on vienne notre président de la République et son ministre du tourisme, enfin son ministre du tourisme et de plein d'autres trucs. Mais quand même, qui font de l'actualité en ce moment, hein, sur les avis consommateurs, tout ça. Bref. Là aussi, au début, on a eu le cabinet, il nous a dit ouais, ça va être compliqué. Il y a la femme du président qui attend un heureux événement, et puis en plus il y a l'équipe de France qui va jouer la finale de la Coupe du Monde. Si tout va bien, peut-être qu'on ira. Bon, c'était juste après le match contre le Tonga, on s'est dit bon, ils sont confiants. Hein. Comme quoi ces gens-là, ça vous jamais perdu. Hein. Attention. Hein. Et parfois ils ont raison. Hein. Donc il faut faire attention. Et puis finalement on a réfléchi, on s'est dit bon, s'ils vont jusqu'en Nouvelle-Zélande, c'est peut-être l'occasion qu'ils aillent faire un tour sur le site de la Nouvelle-Zélande, dont nous parlait ce matin François dans son benchmark, et qui est effectivement un excellent site. Et on s'est dit, bon, ça va peut-être leur donner quelques idées pour le portail France.fr. Qui, je le rappelle, n'est pas le site du tourisme français, mais le site donc voulu par le gouvernement pour faire la promotion de la France dans son ensemble, dont une partie concerne le tourisme, et qui malheureusement recueille des visites qui sont quand même relativement mitigées. Bon, et puis celui qui fait l'actualité en ce moment, c'est quand même avant tout Marc Lévremont. Bon, Marc Lyon, il n'est pas mort, hein, il a juste terminé son mandat de sélectionneur de l'équipe de France. Hein. Plutôt honorablement d'ailleurs finalement. Bon voilà, Marc Lévremont, c'est vrai que ça aurait été sympa de l'avoir parce que en termes de management des ressources humaines, en termes de comment faire naître la lumière du chaos, enfin il y a des choses extraordinaires à voir avec cet homme-là. Gestion des RP aussi, hein, relations presse. Il a fait quand même des choses extraordinaires. Et puis bon, on a un peu hésité parce qu'il devait rentrer soit ce soir, soit demain. C'était un peu compliqué, décalage horaire. Et puis il faut dire que Marc, il a un peu morflé pendant cette Coupe du Monde, hein, physiquement, je veux dire. Ça l'a un peu esquinté, quoi, il faut bien dire ce qu'il est. Et oui, alors on me dit qu'on a Marc Lévremont presque en direct avec nous. Alors Marc d'ailleurs, il avait envie de venir parce qu'il connaît bien Pau, il aime bien Pau. Il avait passé une semaine il n'y a pas très longtemps en vacances. Marc d'ailleurs, vous étiez plutôt content de votre séjour, non? Heureux, tout simplement. Ça a été une très belle semaine. Des semaines pendant lesquelles on se sent vivant. Voilà, donc effectivement, donc on espérait votre venue, Marc, et je sais que ça va vous agacer, mais pour la 12e fois, je vous demande, est-ce qu'on peut compter sur vous, sur ce plateau, à côté de nos invités, d'ici 15-20 minutes? Tu m'emmerdes avec ta question. Ok. Bon. Alors je vois qu'on a quand même Renaud Lagrave qui est à côté de nous, vice-président de la région Aquitaine, qui je vous trouve un peu cavalier, qui ne se satisfait pas vraiment de votre réponse. Faudra te satisfaire de ça. Que ça te plaise ou non, il faudra se satisfaire de ça. Bon, ok, le message est passé, Renaud, je suis désolé. Alors François, d'ailleurs, un rugbyman émérite de savoir, se posait une question, il me le dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'autres anciens sélectionneurs, vous reconduire dans le conseil, et donc peut-être le conseil en ressources humaines, ça pourrait nous intéresser? Tu me charges décidément toi aussi, hein, Ouais, je te l'avais dit, François, que ça n'allait pas lui plaire. Hein. Bon, bref, un dernier mot peut-être pour notre dernier invité, Michael Dodds. Oh, battre les Anglais, quel pied quand même. Bon. Vraiment désolé pour Michael, qui en plus, j'ai pu le remarquer sur sa page Facebook, était extrêmement fair-play à l'issue de ce quart de finale. Donc, je trouve que Marc Lévremont est quand même pas très sympathique. D'autant plus décevant qu'hier, vous l'aviez rencontré hier soir, vous aviez commencé de travailler ensemble. Il me semble que vous aviez commencé de faire des choses, non? On n'est jamais rentré dans la préparation, on a mis trop de temps pour y rentrer. Bon, moi j'avais cru comprendre que vous étiez parlé hier, je sais pas ce que vous leur avez dit finalement. Ah, c'est dommage. Ça marche plus. On réessaye. Bon, tant pis. On ne saurait pas, hein, mais c'est le moment où il dit que vous étiez des sales gosses. Vous l'avez vu? Bon, tant pis. Eh bien, écoutez, en tout cas, tant pis pour Marc Lévremont, tant pis pour nous, tant pis pour vous. Hier soir, on se retrouve aussi autour d'un verre, qu'on parle, qu'on échange. Et même là, j'ai été déçu, à savoir que mon groupe s'est éparpillé, donc...
Ouais, mais c'est vrai que c'est pas le style de nos chroniqueurs de se retrouver autour d'un verre le soir, donc c'est pas trop leur esprit. Donc je vous propose qu'on commence et puis on passe à nos invités, ceux qui sont présents ce soir. Et le premier d'entre eux, donc Renaud Lagrave, que vous avez vu ce matin, vice-président de la région Aquitaine en charge du tourisme. Alors, Renaud Lagrave, vous êtes un élu extrêmement présent sur Internet, avec un blog, un tweet, une page Facebook, un agenda hyper à jour. D'ailleurs, on voit sur votre agenda que vous êtes ici même aujourd'hui. Vous devez avoir au moins 2 assistants pour gérer tout ça, non? Non, pourquoi? Parce que vous le faites vous-même. Eh oui, je le fais moi-même. D'ailleurs, vous avez l'image du blog qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, j'ai fait la capture il y a quelques jours. Voilà, je dois merci. bien le dire. Je l'avoue, et j'ai même remonté... non, c'est volontaire. Mais... J'ai même remonté certains articles où vous expliquez qu'en tant qu'élu régional, vous vous sentiez le devoir d'aller communiquer auprès des gens sur le terrain parce que la mission de la région, et notamment donc votre rôle de patron du tourisme en Aquitaine, n'était pas forcément perçu à sa juste valeur et qu'on ne percevait pas forcément les actions de la région. Alors vous, en tant qu'élu, justement, quel est le message que vous voudriez faire passer ? D'abord, le mot patron, j'aime pas trop. Ensuite, quel message on veut faire passer quand on est élu, c'est d'essayer de non seulement défendre son territoire, bon, ça c'est à peu près logique, mais surtout de faire partager un certain nombre d'orientations. Et en matière de tourisme, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Il y a du boulot sur la filière, il y a du boulot sur les professionnels, il y a du boulot sur les élus notamment. Et donc quelque part, modestement et humblement à notre niveau et moi à mon niveau, j'essaye en tout cas de porter ce message-là, qu'il y a une économie autour du tourisme, mais qu'il y a beaucoup de travail à faire pour continuer à développer le tourisme dans la région. Voilà. D'accord. D'accord. Eh bien très bien. On fait comme donc ça. il y a du boulot, c'est sûr. Ah oui. Et vous vous y attelez ? J'essaye, oui, de faire ce que je peux, sur le sujet. Maintenant, je le fais pas tout seul d'ailleurs. Hein. Il y a heureusement d'autres élus qui sont motivés. Il y a des services qui sont motivés. Il y a des structures qui sont motivées. Moi, j'essaye, en tout cas, tranquillement en tant qu'élu, de porter tout ça et puis de donner un peu l'impulsion. C'est pour ça qu'on a été élu d'ailleurs. Ben oui. Et merci d'être là ce soir, donc pour nous en témoigner. Alors, oui, on peut l'applaudir évidemment. Alors on va demander maintenant à Pierre et François, nos 2 chroniqueurs, de prendre la parole. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Je rappelle juste pour information que Pierre et François sont installés en région Aquitaine et ont donc probablement 1 ou 2 demandes de subvention en cours d'instance. Vous comprendrez donc une certaine réserve de leur part. C'est fini, les arbitrages budgétaires sont finis. Désolé. Bon alors tu peux y aller François. On vise 2012. À 2013 maintenant, 2012 c'est fini là. Cher Renaud Lagrave, vous nous avez dit qu'un politique devait s'occuper d'occuper son territoire. Vous y employez drôlement, réellement drôlement. Connecté vous êtes, partout, toujours, on l'a vérifié, réellement, pas moins de 5 tweets par jour. Ouvrables. En moyenne. Alors, un petit discours introductif parce que, en peu de temps, vous avez quand même essayé et vous avez marqué. L'e-tourisme est votre cheval de bataille. À peine les Toulousains doutaient de leur 6e saison que vous empariez du sujet de leur atermoiement et vous aplatissiez de manière spectaculaire au profit de l'équipe aquitaine gagnante. Bravo l'Aquitaine! Bravo Renaud! Par ailleurs, vous gagnez aisément l'élection régionale de 2010 et depuis vous essayez férocement de repousser, à vous tout seul, avec quelques amis quand même, l'érosion du littoral aquitain. Bravo Renaud, franchement! Toujours à la tête de vos convictions, vous menez le combat, et ça nous réjouit, car enfin un élu qui dit, qui fait et qui répond de ses actes dans l'instant, et qui tweet, ça fait plaisir vraiment. Avant votre venue, vous nous avez fait passer le mot suivant, qui nous a alerté, mon copain Pierre et moi-même, assez peu enclin quand même, il faut le dire, à se tourner les pouces des pieds en éventail. Votre message sibyllin a été le suivant, en vacances, restez connectés. Ouh là là. 3 messages qui en font un et que nous avons essayé de décrypter. En vacances, d'abord, il va falloir nous expliquer ce que c'est. Nous, on ne connaît que les mi-temps, surtout les 3e. En plus des vacances, on ne connaît pas, on travaille dans le tourisme. Premier point. Deuxième, dans votre formulation, restez. Alors, on entend bien l'impératif. Vous êtes un élu, certes,
rester. Mais comment comprendre l'utilisation de ce verbe qui signifie demeurer par opposition à s'en aller, se mettre en mouvement, ou bien être de reste, être de trop, vous nous direz si nous sommes de trop, persévérer au sens d'une aptitude conservatrice face à une situation, bref, faire du surplace. Troisième idée de votre accroche, connecter. Connecter, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir de la connexité, relier toutes choses et gens entre eux, ce qui nous fait penser à cette remarquable connexion bien connue des mauvais élèves et de feu Pierre Dac, que nous livrons à votre sagacité. Des poules sortaient, des cons leur avaient ouvert la porte. Le décon en 2 mots et au pluriel, sans apostrophe. Des poules sortaient, des cons leur avaient ouvert la porte, où l'on voit bien que l'action de certains a des effets sur d'autres, fût-ce-t-elle des poules suiveuses. En vacances, restez connectés, vous l'avez compris, cher Renaud Lagrave, votre message nous a interloqués, nous, petites fourmis travailleuses de l'ombre numérique que nous sommes. Alors, cher Renaud Lagrave, voici quelques-unes de nos questions. Tout à fait, François, tout à fait. Monsieur Lagrave, prenez-vous des vacances et si oui, combien de sites consultez-vous depuis votre smartphone avant de faire votre choix? Je pars en vacances, oui, je vous confirme, et je ne consulte pas sur mon smartphone. Eh bien, mettez des milliers d'euros dans les smartphones. Voilà la conclusion. Oui, non, mais parce que je sais où je vais déjà en avance, c'est pour ça. Ah, vous anticipez. Dans votre canapé. Pour les vacances? Ouais. Non, non, non. Bon, après, ça ne regarde pas. François. Vous qui êtes toujours en mouvement, faites-vous confiance aux indications du coyote de votre véhicule? On a parlé des poules, on parle du coyote, enfin bon... Depuis que je viens de me faire toper par, en l'occurrence, la police française, non, je ne fais plus confiance à Coyote. Alors, donc, on a remarqué que la police française sévit sur les routes de France. Ça vous a pas échappé. Alors, arrivé à bon port, allez-vous tester l'office de tourisme du présent, à la manière de Monsieur Septine, des fois que vous y découvriez de quoi alimenter votre e-réputation? Et quand on voit ce que vous faites sur Internet, il doit y en avoir de la e-réputation à veiller. La e-réputation, oui, vaste débat, et évidemment que je suis. Je fais d'ailleurs écho au débat qui avait juste lieu avant, là, pour dire que moi, pour ce qui me concerne en tout cas, et dans mon métier, parce que j'ai un métier à côté de ce dont on parle, l'open data et puis la syndication et tous ces sujets-là, moi j'ai tranché le sujet, il faut véritablement, puis y compris d'ailleurs sur Google, il faut qu'il y ait des contenus qui soient publics. Je le dis très tranquillement, mais s'il n'y a pas de contenus qui sont publics, et y compris de l'hébergement de données publiques, ben on aura un problème d'histoire. Je dis simplement parce que c'est un sujet qui me préoccupe tous les jours, c'est la question de l'archivage électronique. C'est bien de tweeter, c'est bien de faire des blogs, je le fais, et d'avoir Facebook, sauf que l'histoire passe. Et l'instantanéité de ce qu'on fait aujourd'hui avec ces outils-là, on oublie. Ce qui veut dire qu'il faut travailler un tout petit peu à comment on archive ces données-là et comment on fait pour garder une histoire, y compris l'histoire du e-tourisme. L'archivage. Cher Renaud Lagrave, tweetez-vous depuis votre planche de surf pour signaler la hauteur des vagues et la présence de mérous que vous pourriez convaincre de devenir liker de votre page Facebook afin de dépasser les 5000 fanatiques qui vous suivent? On vous a vu le faire, hein, vous pouvez pas dire non. Si vous m'avez vu sur une planche de surf, c'était pas moi. Non, franchement. Hein, là, en train de tweeter, c'était vous? En train de tweeter, oui, mais pas sur une planche de surf. Ah, c'était Kelly C'est Slater. sûr. Mais il y a... C'était peut-être Kelly il y a un truc Slater, entre mais les deux. je crois pas, hein, franchement, il y a un peu plus de choses. 5000 fans quand même. Oui. Bon, vous avez une réaction ou pas? Parce que moi, je Par rapport à continue, Kelly Slater hein. À vos 5000 fanatiques, là. Non, non, pas de ça réaction va. spécifique, non, ça va. Vous les aimez bien. Oui, 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 pour l'instant, ça se passe bien. Vous est-il arrivé de prendre votre tablette tactile pour une tablette de chocolat dans la brume électronique d'une nuit numérique sur la dune de Contis? Quand je vais à la dune de Contis, je n'amène pas ma tablette numérique. Vous avez autre chose à faire? Absolument. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi sur la dune de Contis. En plus, ça tombe bien. À la fois directeur de l'agence landaise pour l'informatique et vice-président du conseil régional d'Aquitaine en charge du tourisme, vous êtes indiscutablement un homme de réseau. Vous arrive-t-il, cher Renaud Lagrave, de déconnecter en vous rasant le matin pendant vos vacances?
C'est rare. Malheureusement, c'est rare. Je me fais un peu engueuler par mes filles d'ailleurs, mais oui, c'est très rare. Voilà. De par les fonctions multiples et variées, c'est compliqué aujourd'hui de rester totalement déconnecté pendant une période. J'essaye, mais bon, je me soigne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous trois et bravo. Et je vous propose de poursuivre maintenant avec Michael Dodds, donc directeur général du CRT Bretagne. Donc Michael, vous avez franchi le pas il y a 3 ans en reprenant donc la direction du CRT Bretagne alors que vous veniez du secteur privé où vous conseillez justement des destinations sur la communication. Et vous avez eu donc une envie forte de changer le cap de la communication en arrivant au CRT Bretagne, même si votre prédécesseur, on le rappelle, avait réussi l'exploit de faire parler d'un CRT dans le Canard enchaîné, ce qui est quand même assez remarquable. Comme on le voit donc dans cet article qui date de votre arrivée, vous évoquiez le fait que la Bretagne jouit d'une formidable notoriété qui était probablement inexploitée, et notamment son capital humain. Et vous vouliez vous inspirer de vos ascendants celtes, que ce soit au Pays de Galles ou en Irlande, qui a priori justement sur Internet avaient réussi à faire passer le message de l'humanité, de leurs habitants et surtout de traditions qui étaient extrêmement bien transmises. Alors j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, au bout de 3 ans, comment jugez-vous la mission que vous vous étiez fixée et quels sont les éléments que vous avez mis en œuvre, mis en place pour y parvenir ? Vaste sujet. Moi, je vais commencer en échangeant quelque chose qui nous a tous fait plaisir. Peut-être le plus plaisir depuis mon arrivée en Bretagne, c'est quand j'ai reçu un mail en début de l'année où c'était marqué « Bonjour Michael, nous nous sommes rencontrés lors d'une intervention de votre part dans le cadre de l'Office de tourisme Rochefort-en-Terre-Questembert. À cette occasion, vous nous avez fait découvrir le site du CRT et notamment Fans de Bretagne. J'ai rapidement adhéré à ce site et étant photographe amateur, j'ai pu partager quelques photos faites depuis mon arrivée en Bretagne. L'émulation a fait ensuite progresser mes contributions au site au plan qualitatif. Et surtout, j'ai rencontré via ces échanges de photos et de commentaires des gens très intéressants. Et en particulier, une dame qui depuis est devenue ma compagne de vie. Je voulais simplement en ce début d'année vous en remercier, car sans votre ferveur à communiquer sur ce site, sans doute, nous ne serions jamais croisés. Alors, oui, ça nous a fait plaisir. Tourismeoptime.com devient mythique Bretagne. Mais oui, ça fait un peu partie de nos aspirations, nos objectifs également. Devant vous, vous avez une forme de pyramide qui représente notre écosystème à nous. C'est le buzzword en ce moment. On a essayé de refondre nos outils web. Ça fait depuis mon arrivée, ils sont en ligne depuis 18 mois maintenant, donc c'est reste toujours très jeune. Mais voilà, on a essayé d'offrir un portail derrière la marque Bretagne qui est convaincant, j'espère, pour nos professionnels, porteuse en termes de valeur d'image, parce qu'on doit séduire. On doit montrer la diversité de la Bretagne, qui est finalement pas si connue que ça. Elle a une notoriété fantastique, mais pas si connue que ça. On ne connaît pas la richesse, la diversité de la Bretagne. Donc, investissement dans tout ce qui est séduction, les films, les reportages, expériences bretonnes, et surtout un effort, on essaye de gagner la guerre de contenu en faisant un vrai effort à faire un contenu bien étoffé et très adapté, pas simplement traduit, mais adapté dans la langue étrangère, et ça commence à avoir des résultats en termes de durée moyenne de visite. On essaye, bien sûr, d'offrir une information pratique en même temps. C'est pas simple, mais on essaie de gagner en praticité. Et puis surtout, on essaye de s'approcher des motivations des gens. Donc c'est ça qui a aussi fait naître cette site thématique. On y croit. Oser, c'est pour tous ceux qui ont soif de sensations fortes et veulent débuter à comprendre, à faire la voile, la planche à voile, le stand-up paddle, toutes les activités outdoor de Bretagne, vibrer pour toutes les fêtes et les manifestations, les événements, bien-être qui est au cœur du positionnement de la Bretagne, lieu de ressourcement, bien-être, thalasso, spa, lieu de détente. Voyager responsable parce qu'on nous attaque un peu sur ce question en ce moment avec les algues, et puis quand on nous attaque notre éthique, ça fait mal.
Ça fait mal parce qu'on a une vraie envie de promouvoir un tourisme porteur de sens avec une vraie éthique, clairement engagé vers le développement durable. Donc on a investi sur ce site et politiquement, on n'anticipait pas l'importance de ce site. C'est très important maintenant comme une partie de notre contre-offensif, de la tension médiatique qui est une vraie nuisance pour nous. Et puis voilà, j'aime bien faire du golf de temps en temps, donc on a fait un petit site golfique pour les Britanniques. Et tant qu'à faire, on peut le traduire. Si on le fait pour les Britanniques, on peut le traduire pour les Français quand même. Donc, il y a... Mais avant tout ça, revenons au clin d'œil de Mythique, la valeur d'implication de tout ça, on veut essayer de créer un contact, une connivence avec les internautes qui est un peu différent, qui n'est pas institutionnel. Donc, bien sûr, quand vous avez un chapeau mobilisant comme le Bretagne, il y a quelques Bretons dans la salle, non? On peut les entendre? Et là, ils étaient timides. Hein. Normalement, c'est bien plus fort que ça, dans mes réunions au moins. Et oui, puis, on va juste attendre la fin de soirée, le bar à haute vie régionale, et je pense qu'ils seront moins timides. Ça fait partie de votre réputation. Oui, réputation, non? Alors, peut-être. Mais bon, Fans de Bretagne sur Facebook, on a tout appris. Hein. On apprend tous les jours la meilleure façon d'animer tout ça. C'est compliqué. Mais on arrive petit à petit. On a une bonne base de fans. On commence à avoir les faits. Ça reste très jeune, mais on a réussi on va arriver on est à 1,9 million de visites en ce moment, on devrait atteindre 2 millions en fin de l'année, on devrait faire le double avec quelque chose comme la Bretagne. Maintenant, il y a un vrai effort maintenant à fédérer. C'est très bien d'investir dans les outils, mais après, il y a le travailler ensemble, c'est tout un enjeu, et il faut qu'on fédère des gens derrière ces outils, qu'on les partage, qu'il y ait des liens à gogo, parce que ça, c'est l'enjeu, je trouve, malheureusement, en France, et c'est le cas également en Bretagne, nous n'avons pas de budget pour faire une communication offensive. Hein? On est petits joueurs, excusez-moi. On est petits joueurs, donc c'est uniquement en étant à moitié à la pointe sur le web, à moitié au moins, qu'on est capable de se rivaliser avec les Croaties et les Turquies et les Chypres et les Maltes, et sans parler des Écossais ou des Zélandais, qui investissent beaucoup plus d'énergie et argent dans la promotion pure, qu'on ne peut pas rivaliser aujourd'hui. Il faut surtout le demander à celui qui n'a pas pu venir. Là. Comment? Il faut le demander à celui qui n'a pas pu venir. Il y avait une photo où ils étaient deux là tout à l'heure. D'accord, hein. ouais. Bien, mais je pense que Jean-Luc et Philippe, donc vous avez potassé un peu votre sujet, la Bretagne, Michael Dodds. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Belle destination. Belle destination. Mais enfin, monsieur Michael Dodds, je ne comprends pas très bien pourquoi vous avez été invité ici. Parce que, en fait, vous êtes fort sympathique, mais vous n'avez pas vraiment le profil d'un directeur de comité régional du tourisme. Vous n'êtes pas vraiment issu du sérail, vous ne venez pas du public. Puisqu'il faut le savoir, avant septembre 2008, Michael vivait grâce à l'argent des CDT et des CRT, puisqu'il était consultant. Pourquoi alors être passé du côté... Oui, non, incroyable, mais c'est vrai, être passé du côté client. Alors sur le site de Dodds Conseil, qui est en sommeil, on lit que la tentation était trop forte. Michael ne pouvait résister à l'opportunité de passer côté client et poursuivre sa vocation d'accompagnateur du changement dans le secteur touristique en se concentrant sur une seule région. Est-ce que ce n'est pas surtout parce que vous aviez vu les budgets faramineux que dépensent CRT et CDT à payer très cher des consultants pour des portraits identitaires dont la principale identité est de souvent se ressembler? Il n'empêche, monsieur Dodds, que vous avez vite intégré le discours politiquement correct de directeur de CRT. Ainsi, le 8 mai dernier, vous déclarez avec une emphase toute baudelairienne au Télégramme. Le Télégramme, c'est un quotidien breton très connu en Bretagne. Vous déclarez donc au Télégramme, le vent est avec nous. Avec un incroyable optimisme, vous poursuivez, la Bretagne redevient à la mode. Alors le journaliste du Télégramme poursuit bravement son job et il vous demande, avez-vous des éléments qui vous permettent de dire que la saison estivale sera bonne? Et là, vous répondez, il y a des indicateurs qui permettent d'être optimiste. On devrait avoir une saison correcte. À Pâques, les gens ont vu la Bretagne sous le soleil et ça peut les conforter dans l'idée que la région serait un bon choix pour cet été. Ah là là, heureusement que les touristes ne lisent pas le Télégramme. Parce que la Bretagne sous le soleil en juillet 2011, ça n'a vraiment pas été ça. Enfin, il n'y avait pas que vous, c'est un peu général. Donc,
depuis que vous êtes au comité régional du tourisme de Bretagne, vous avez notamment largement œuvré pour la mise en œuvre de la marque régionale. La marque régionale. Portrait identitaire, 200 interviews d'acteurs locaux, un schéma fantastique d'écosystème breton, un blog qui a recueilli plus de 1500 commentaires, 1000 enquêtes auprès des habitants de Bretagne, 2000 enquêtes auprès des visiteurs, benchmark sur les autres régions, études documentaires, bref, l'artillerie lourde pour ce chantier, pour sortir en début d'année la marque de la région pour laquelle vous avez trouvé un nom qui va tout casser, Bretagne. Waouh! Waouh! Bretagne. Et le design de la marque, faut voir, en noir et blanc, ça m'a fait penser au drapeau breton un peu. Ça, c'est un sacré coup de marketing qui n'a coûté que 250 000 €. Et ça fonctionne, non, puisque la région, finalement, elle s'appelle toujours Bretagne. Bon, je vais laisser Philippe parler de vos actions autour du site Tourisme Bretagne, du site du CRT, et également autour des réseaux sociaux, même si j'ai appris tout à l'heure quelque chose d'intéressant par rapport à votre philosophie des réseaux sociaux. Si Facebook a accompagné les révolutions du printemps arabe, en Bretagne, le réseau social sert surtout à repeupler la région. Merci Jean-Luc. Philippe? Cher Michael, j'ai beaucoup aimé votre schéma. C'est hélas dommage, je l'ai reçu trop tard. J'aurais bien aimé le donner en partiel à mes étudiants, hélas, mais c'est hélas un peu trop tard. J'ai un peu regardé le site, bien entendu, de la Bretagne, où, comme Jean-Luc vient de le dire très rapidement, avec les couleurs très noires et très blancs, c'est sûr, ça rappelle beaucoup la Bretagne, mais on est quand même un peu loin. On peut reprocher peut-être un peu le côté un peu loin des codes justement un peu touristiques. N'avez-vous pas peur, justement, ce côté un peu trop communautarisme, un peu trop identitaire, justement, de dire les Bretons, nous sommes différents, vous êtes autre chose, donc c'est un point qu'on pourrait mettre en avant. Par contre, on peut noter quand même que le site est excessivement agréable, qu'il y a vraiment un parti pris, justement, un peu d'aider au choix, un point qu'on peut soulever qui est très intéressant, la notion un peu d'aider au choix, de mettre en avant les incontournables, mais toujours, hélas, cette un peu trop tendance à cette approche un peu trop communautariste qu'on ressent de manière assez importante dans le site. Par contre, on peut remarquer la présence tout azimut sur les différents réseaux sociaux. On a par exemple regardé la page de fans de la Bretagne où vous cumulez un peu plus de 36 048 personnes. Bon, on peut se demander le nombre de Bretons et de touristes dans ce nombre, mais ça, il faudrait faire une analyse un peu fine. S'il y a des consultants dans la salle, je vous conseille d'appeler Michael, ça peut peut-être l'intéresser. Par contre, on peut aussi se demander s'il n'y a pas un risque de dissolution, parce que j'ai trouvé un nombre incalculable de pages, envie de Bretagne, envie de nature, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, alors que l'idée c'était justement de dire une marque unique autour de la Bretagne, d'un peu se dissoudre sur les réseaux sociaux Point. Bref, j'ai essayé un peu de comprendre le schéma, mais j'ai un petit peu de mal. Contrôle Alt Sup. Ça marche. Sur Twitter, on peut conclure sur les réseaux sociaux, parce que vous avez aussi investi Twitter. On a trouvé un compte, le compte Bibrace, où le service presse du comité régional du tourisme donne régulièrement des nouvelles de la Bretagne. Bon, il y a de l'actu, il y a déjà 15 tweets de publiés depuis le 29 juin. C'est bien. Heureusement qu'il y a de la lisibilité dans les acteurs du tourisme breton, parce que sur Twitter, on trouve aussi le compte Haute-Bretagne, orné du drapeau noir et blanc, avec là 3129 tweets et plus de 2500 abonnés. Donc Haute-Bretagne, j'ai cherché Basse-Bretagne, me disant que s'il y avait une Haute-Bretagne, il y avait sans doute une Basse-Bretagne. Rien sur Twitter, juste une page Facebook, Basse-Bretagne, avec 3 abonnés. Ce qui veut dire que ça n'existe pas beaucoup, que la Bretagne ne peut être que tout en haut. Merci à vous deux. Michael, nos chroniqueurs sont pas tendres, hein, dites-moi. Non, ils ne sont pas tendres, mais je peux essayer d'offrir des réponses. Le premier, sur la marque Bretagne, il faut comprendre que ce n'est pas une simple sortie d'un logo rebaptisé la Bretagne, pas du tout. C'est un effort collectif à répondre à un enjeu clairement identifié. C'est que les gens qui ne connaissent pas la Bretagne nous trouvaient un peu traditionnels, un peu ringards, un peu pas vraiment à la page, pas très moderne et pas forcément le meilleur communicant. Ça nous fait un peu, ça nous fait mal parce que quand vous connaissez la Bretagne, vous découvrez des gens
qui avec vraiment du peps, qui ont des idées et qui ne sont pas du communautarisme, qui sont bien plus ouverts que la plupart des gens que je découvre également dans d'autres régions européennes. Le fait qu'ils ont même accepté un anglo-irlandais comme moi, c'est un sacré geste d'ouverture. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'un Français va demander à accepter Arsène Wenger, ça c'est clair, et Eric Cantona, mais que la région Yorkshire accepte un Français à promouvoir le tourisme, je trouve que c'est un peu de science-fiction. Donc c'est un pays profondément ouvert, et toute cette démarche, c'est pas la marque, le logo. Je vous incite à aller voir marque-bretagne.fr. Pour une fois, je dirais, tout le travail co-managing et le reste a beaucoup de sens. Si ça marche pas en Bretagne, ça marchera jamais. Et plutôt que la marque et le logo, c'est bourré d'idées et de suggestions pour permettre tous les professionnels du tourisme, et pas que le tourisme, tous les acteurs économiques en général, dès qu'ils veulent revoir leur site internet, dès qu'ils veulent revoir leur plaquette, dès qu'ils veulent même revoir ou relooker l'aménagement de leur restaurant ou d'autres, ils ont une millier de suggestions pour moderniser leur image tout en respectant son identité. Nous, on trouve ça quelque chose de précieux et quelque chose d'important à défendre dans la durée. Donc, ce n'est pas 250 000 pour un logo, c'est 250 000 effectivement pour toute une démarche structurante qui est au cœur des politiques de la région et qui va être le cas, j'espère, pour les années à venir. Deuxième chose... Juste quelle adhésion alors des acteurs touristiques derrière? Ça marche? Après 8 mois, il y a une centaine d'entreprises qui sont engagées dans la démarche. C'est un petit peu freiné aujourd'hui parce qu'on apprend à animer tout ça. Et puis, bref, c'est toujours la difficulté, c'est de fédérer les gens derrière la démarche. Mais bon, on a une bonne centaine qui mènent la danse et est en train de revoir déjà comment on pourrait être encore plus dynamique sur ces questions-là. Donc on est assez confiant. La Bretagne n'a pas peur de se mettre en cause journalièrement sur ce genre de questions. Donc ça avance. C'est une vraie aventure. Et beaucoup de gens nous regardent. Deuxième point, vous nous avez critiqué sur... Critiquer, c'est un grand mot de suite. On a taquiné. Sur la météo, il a critiqué sur la météo. Météo, clairement, c'est un enjeu chez nous de ne pas parler de météo et, comme Irlande, de ne pas vendre le soleil. Les gens viennent en Bretagne pour autre chose et quand il fait beau, comme c'est le cas plusieurs fois par jour, ils sont plus qu'agréablement surpris. Donc, c'est comme ça, on a mis les activités vibrer, bien-être, golf et tout ça, des choses qui sont indépendantes en bonne partie du météo, c'est vraiment essentiel. Et puis, mettre les Bretons au cœur de l'offre touristique, c'est essentiel. Donc, on ne gomme pas le météo, mais c'est pas effectivement comme ça, on va dynamiser le territoire. Moi, j'avais juste le secret de Michael pour avoir plus de 30 000 fans sur la page de Facebook de la destination avec énormément d'activités. Parce qu'on a plaisanté, mais quand même, ça c'est joli score. On apprend et on investit sur Facebook plutôt que Twitter. On ne pouvait pas être partout. Donc, ce que vous relayez, ça, c'est le tentative de notre service presse de commencer à l'utiliser ça pour un outil auprès des Bretons. Ça ne fonctionne pas autant que pour le moment, donc c'est un petit essai. C'est tout ce qu'on a fait sur Twitter, on est niette. On n'y est pas parce qu'on ne pouvait pas, on avait déjà suffisamment de challenge à monter, animer tout ça, on ne pouvait pas mettre nos énergies partout. Et puis, comme vous dites, on a peut-être peur de se disperser avec toutes ces thématiques et est-ce qu'on a peur d'avoir les problèmes en termes de référencement, les différents sites thématiques et le reste. Mais pour nous, c'est notre manière de montrer justement qu'il n'y a pas que le soleil à défendre en Bretagne, qu'il y a une telle diversité d'activités, une telle diversité de thématiques, que c'est un mini-pays, donc il y a une masse critique des choses à voir et à faire, donc si on offre des plateformes de visibilité plus fortes qui sont carrément des sites qui font tous partie d'une même famille de sites, Noir et Blanc, Guanadu, oui, communautaire, non, c'est aussi une manière de... Notre slogan c'est Be Braze, mais c'est Be. Be c'est international, c'est ouvert, c'est l'invitation au monde d'être inspiré par la Bretagne. Braze, c'est... Parce que, excuse-moi, on a une langue et une culture également qui mérite d'être découvert. C'est presque une invitation à découvrir notre pays au sein de l'Europe. Et c'est aussi un enjeu pour nous, je pense qu'on partage tous à notre échelle. On a du mal à toujours être pris au sérieux. Le tourisme a toujours besoin de se défendre. Et même auprès de sa propre population, il y a toujours un enjeu d'appropriation essentiel. Donc, avec Be Braze, on s'adresse à l'international, mais aussi aux Bretons eux-mêmes. On veut que les Bretons soient derrière nous, derrière nos activités, qui ont envie de promouvoir et développer l'activité touristique, qui n'a pas forcément été le cas. Ce n'est pas si simple que ça, cet enjeu d'appropriation.
Donc, il y a plein de raisons qui expliquent un petit peu les choix qui ont été faits. Certains sont très touristiquement corrects, d'autres sont politiquement corrects pour faciliter l'appropriation des acteurs bretons. Mais j'ai bien compris que c'est ça aussi le rôle de l'institution touristique, c'est de porter ces professionnels avec eux. Très bien, mais merci Michael pour ce témoignage. Et merci à Jean-Luc et Philippe pour leur critique. Et on poursuit donc avec un couple d'invités cette fois-ci, puisque nous recevons donc Olivier Ocelli, directeur marketing de Lyon Tourisme et Congrès, anciennement passé par Chypre, enfin Chypre en France, et François Gaillard, donc qui après avoir fait l'école de l'hôtellerie à Lausanne, est passé par les pays de l'Est, une station de ski de fond, la Plagne, avant d'arriver à Lyon. Donc François, grand communicant, comme on peut le voir d'ailleurs sur cette photo, qui a l'habitude de s'exprimer. Qu'est-ce que tu as là sur le... On peut zoomer sur le truc là? Ah ouais, d'accord. Bon, Stéphane, c'est pas parce que cette année tu n'es pas intervenant. Quand il peut pas mettre son fils quelque part, il faut qu'il colle du Gaillard partout. François, tu t'occuperas de lui plus tard. Donc vous êtes venu nous présenter aujourd'hui votre nouveau livre. Tout à fait. Un grand merci. Et on vous laisse la parole donc pour ce nouveau best-seller. Un grand merci de nous avoir invités en cette rentrée littéraire, puisque nous avons travaillé ces 3 dernières années à coécrire avec François à côté de moi ce fabuleux livre qui a déjà eu le prix Goncourt 2012. On en est certains maintenant. C'est tombé hier, la dépêche est tombée hier, vous l'avez sans doute vu. Ne pas utiliser le web 2.0 nuit gravement à la crédibilité des sites de nos institutions. Donc nous avons travaillé 3 ans sur ce livre, on va vous expliquer le cheminement pour en arriver à l'outil ultime du web 2.0, le site de Lyon. Alors cet ouvrage a trouvé ses origines dans une démarche de création d'un écosystème. Donc comme vous le disait mon ami Olivier, démarré il y a 3 ans, tout autour de nous, et qui a réuni un certain nombre de réseaux lyonnais, dans le but de promouvoir notre destination, donc les ambassadeurs Only Lyon, qui sont aujourd'hui plus de 7000, les couchsurfers, les Lyon City Greeters, les écoles de journalisme, les blogueurs, les associations culturelles, tous les amis, les familles, les passionnés de la ville, toutes ces entités réunies et animées pour contribuer à la promotion de Lyon via notamment notre marque Only Lyon. Donc à la fin de l'année 2010, on s'est penché plus clairement. Donc pendant 2 ans, on a vraiment identifié ces réseaux, on a infiltré ces réseaux, on les a créés pour certains. Et fin d'année 2010, on se dit il faut refaire notre site. Il manque de beaucoup de choses, d'immersion, de transversalité. Donc notre site en 8 langues, 1 million de visiteurs par an. Et là, une révélation aux ET6. Ah oui, une révélation pardon, aux ET6, parce que à cette occasion, donc c'était l'année dernière, je vois mon Olivier sortir d'un atelier de travail en hurlant, complètement débraillé et ébouriffé, courant vers moi, me disant il faut libérer la donnée, il faut libérer la donnée. Il me baragouinait des choses sur de l'intelligence collective illimitée, en me disant les réseaux, c'est des identités, etc. Voilà. Bon, après, il s'est mis tout nu, je sais pas, je l'ai pu retrouver. Donc 48 heures après, quand il est sorti de garde à vue, on a pu discuter calmement. Et là, il m'a expliqué son projet et effectivement, j'ai vu la lumière. La lumière. On change de métier. On a dit, allez, on arrête d'écrire sur notre site. On nous croit plus. De toute façon, bien sûr qu'on va dire que c'est beau. Bien sûr que ce qu'on écrit, c'est super. Bien sûr qu'on a les meilleurs événements dans nos villes. Bien sûr que les monuments sont magnifiques. Donc, on a dit à mon service marketing, Isabelle dans la salle, Thomas, malheureusement, qui nous regarde sur la webcam, il est souffrant. Rédacteur de la parole, vous allez changer en animateur des paroles. On change complètement de métier. On va enfin sortir de notre office où on était bien au chaud et on va sortir au-devant de la ville puisqu'on sait pertinemment que là sont les experts de la ville et là sont les gens qui sont crédibles par rapport à nos visiteurs. Donc cette démarche, elle s'est transformée en proposition puis même en promesse. Elle s'est même traduite dans un slogan, une devise que nos propres collaborateurs ont choisi en totale concertation, qui est « Voyager dans notre vie ».
qui traduit aujourd'hui toute la philosophie de Lyon Tourisme et Congrès et qu'on va traduire demain dans des nouveaux outils. Le nouvel outil, c'est donc notre nouveau site qui va sortir en cette fin d'année. Il va y avoir une version bêta très prochainement, mi-novembre, sur notre site. On a bien entendu, on s'est inspiré d'un fameux benchmark qu'on a fait en interne, mais qui regroupe beaucoup de ce qu'on a entendu ce matin, des blocs, du noir, très urbain, de la vidéo dégradée, mais très large. Donc je vous invite à voir en exclusivité notre homepage. En cliquant, tu t'en occupes Ludovic, merci. Donc tout de suite vous voyez, donc c'est vraiment qu'un prototype. Hein. Donc tout de suite une vidéo et dessous les paroles d'experts de la ville. Donc là en l'occurrence le thème d'actualité du moment, la fête des Lumières. Voilà, donc une vidéo qui tient tout l'écran et notre centrale de réservation qu'on ne lâche pas bien entendu. Et lorsqu'on descend un peu sur le site, on a notre agenda et tout de suite ces paroles d'experts qui vont venir là avec des grandes têtes, vraiment tout basé sur l'humain, puisque tout le concept de ce site est de baser sur l'humain. Donc on a des équipes en ce moment sur place qui vont interviewer les experts de chaque ville, de chaque musée, de chaque quartier, que ce soit des gens connus ou moins connus. Et surtout aussi, vous le voyez, donc nos thématiques fortes et le lien avec notre office. On s'est rendu compte, ce matin, on a dit que ce n'était pas essentiel, mais nous on pense que c'est essentiel de faire le lien avec notre pavillon d'accueil. C'est assez souvent on oublie de faire le lien avec notre pavillon d'accueil. Et ce pavillon d'accueil a un visage humain, donc toujours un bon plan de nos agents d'accueil aussi mis en avant sur la homepage. Voilà. Il finit avec la musique, c'est la classe. Voilà, ouais. Donc voilà, juste avant notre auto-promo, vous voyez une des pages de notre site où vraiment les auteurs vont être mis en avant puisqu'on a infiltré les blogueurs, les gens qui font toute cette ville et on sait que voilà, c'est important de mettre en avant cet aspect humain comme on vous le dit depuis le départ et puis cet aspect transversal aussi puisque dans chaque article il va y avoir des liens vers les autres fiches du site et cette transversalité qui est très importante et qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. Une séquence de dédicace pour vous ce soir exclusive, un prix spécial ET7 aussi. Donc on est à votre disposition. Et maintenant on est passé... Merci à vous. Donc un site qui fait la part belle à la parole des Lyonnais. Paul et Mathieu, donc vos commentaires, vos avis sur cette stratégie, ce nouveau virage finalement pris par l'Office de tourisme de Lyon. Bien, merci. Ben, bonjour d'abord, parce qu'on ne s'est pas vu, ça les amabilités, ça sera fait. Moi j'ai regardé ça, c'est vrai que j'ai eu un petit document, c'était celui-là en fait, j'ai juste eu ça et j'ai dû mener ma petite enquête à partir de là. Mais déjà ça m'a évoqué quand même quelques réflexions. Déjà qu'on ne manquait pas de toupet à Lyon, hein, de s'attribuer déjà le prix Goncourt 2012. Bon, on sait que le prix Goncourt, quelquefois, il est décerné un peu rapidement, je dirais. On l'a vu l'année dernière, avec déjà un sujet presque touristique, mais quand bien même. Mais là vraiment, on atteint certaines limites qui heurtent un peu la conscience, hein, quand même. Il faut faire attention, quand même. Houellebecq, c'était vraiment déjà gros. Mais bon, sur le fond, moi, j'avais quelques réflexions un peu... comment dire, quelques critiques même, on va dire ça, parce que quand je vois votre projet, un site et une stratégie axée à fond sur le web 2.0, évidemment on est tous d'accord, on est tous convaincus ici que c'est le bon choix. Cela dit, je suis passé voir comme ça par hasard s'il n'y avait pas une page sur Lyon, sur Facebook, j'en ai trouvé une avec 7800 fans. Alors je ne sais pas si ça fait beaucoup, mais enfin moi d'après mes repères dans l'Est, c'est quand même, c'est pas énorme, quoi, hein, c'est une petite ville, quoi, pour chez nous, quoi, hein. Mais bon, c'est peut-être qu'il y a encore beaucoup de travail, peut-être que vous allez travailler là-dessus, ou peut-être que je n'ai pas la bonne page, hein, c'est bien possible, hein, mais j'y suis allé comme ça, franco.
Alors ensuite, évidemment, du local et du social, on est en plein dans l'air du temps. Il reste juste un peu de géolocalisation, de mobilité pour être parfaitement dans la norme. Et là, on est tout à fait content. Alors faire participer la population locale, génial. On est vraiment presque ému devant tant de tendresse. Une grande famille qui s'aime comme ça, c'est magnifique. Et après, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis rappelé ce qu'on a fait avec Jean-Luc et d'autres au niveau parisien. Et je me suis dit qu'on retrouvait quand même beaucoup de choses de la réflexion prospective de la grande famille qui est un peu oubliée par ici, c'est-à-dire celle des offices de tourisme. C'est-à-dire que c'est effectivement, on retrouve plein d'allusions à notre travail de prospective. Et en tant que directeur d'un réseau d'offices de tourisme régional, je suis comme vous, je sais combien compte un réseau, combien c'est important de faire fructifier un réseau et de le faire prospérer. Et c'est vrai que je suis quand même étonné qu'avec tant de volonté d'aller vers l'autre et d'utiliser les réseaux, vous ayez complètement zappé votre propre famille, je dirais celle des offices de tourisme. Et c'est vrai que je me suis aussi renseigné auprès de notre chère et tendre fédération. Et il semblerait que vous ne soyez pas répertorié encore comme un membre éminent de cette fédération, alors que franchement, vous auriez toute votre place. Et il faudrait vraiment y revenir. Je pense que ça serait là aussi un acte d'amour, je peux le dire. Soyons émouvants. Mais on est déjà pris en fait. Pardon ? On est déjà pris. C'est vrai ? Oh, c'est dommage. Mais non, on accepte, on n'a pas de problème, on est assez libre finalement. Bon, alors voilà, donc pour un prix Goncourt, très bien, mais ça vous donnera l'occasion peut-être de régler votre cotisation à la Fédération nationale. J'ai vu que c'était 1 200 €, donc je pense par rapport à votre projet, c'est quelque chose d'assez minime, mais ça devrait passer sans trop de problèmes. Voilà. Maintenant, pour le site, alors je suis allé voir le site, mais alors moi j'avais pas compris qu'il n'était pas encore en ligne, donc j'ai vu un autre site, ce qui m'a un peu déboussolé, je dois bien le dire. J'évacuerai toute cette critique-là parce que je retrouvais pas du tout cet esprit-là dans l'ancien, mais j'ai bien compris maintenant pourquoi, en fait. Donc c'est tout à fait normal finalement. Mais là, je vais aussi laisser parole à Mathieu, qui est jeune, beau et fringant, et qui lui aura sans doute beaucoup mieux compris que moi vos intentions concernant le site. Et avec une belle chemise aussi, parce que j'ai vu que ça avait pas mal tweeté là-dessus. Bon, il faut les malins, les Lyonnais, là, mais en fait, on a juste eu les bonnes feuilles du Goncourt, donc c'était difficile de se faire une opinion. Malgré tout, on a essayé de s'en faire une. Alors, c'est vrai que c'est joli, la vidéo d'immersion. Franchement, on sait aujourd'hui l'importance de la vidéo. Si on la rapporte à l'échelle de cette salle, c'est une personne sur deux qui est exposée à une vidéo YouTube, donc juste YouTube quotidiennement. Donc, c'est bien, je pense, de miser sur la vidéo, d'entrer une belle vidéo qui est bien intégrée dans le site. Voilà, le site, d'après ce qu'on a vu, c'est vrai qu'on ne voit pas tout, mais on peut dire que ça a l'air simple, malin. Il y a les entrées principales, découvrir ou manger ou dormir, quoi faire, rechercher, donc qui est accessible directement, et puis une zone de réservation aussi en carré sur la droite, qui est directement accessible. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a une réflexion d'aller à la simplicité en fait et à l'essentiel. C'est quelque chose qu'on préconise aussi souvent sur les sites internet avec des verbes d'action qui correspondent à des vrais contenus derrière. Bon, après c'est un look moderne, c'est vrai, ça correspond aussi, je pense, à l'image de la ville. Après, je me dis que c'est peut-être tellement simple aussi que par rapport à la masse de contenu que vous souhaitez agréger, est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas être un peu noyé par... Enfin, finalement, est-ce que la simplicité du menu va pas, du coup, noyer les contenus qui sont derrière ? Est-ce qu'on va pouvoir accéder à tous les contenus par rapport à cette simple entrée, en fait, quoi faire ou manger et ou dormir ou rechercher, je sais plus. Mais voilà, quelle est l'idée qu'il y a derrière pour trouver des contenus qui vont être nombreux, je pense, et pas forcément accessibles dans un premier niveau de recherche. En fait, on n'a pas eu le temps là pour la présentation, mais on va avoir des landing pages, des pages d'atterrissage thématiques. Donc quelqu'un qui va taper Gastronomie Lyon, comme beaucoup de monde tape Gastronomie Lyon, ils ne vont pas arriver sur la homepage que vous avez vu, mais ils vont arriver sur une homepage thématique sur la gastronomie. Donc c'est quelque chose qui va être assez fort là-dessus, de travailler sur ces homepages déportées qui vont être sur des thématiques bien précises. Donc du coup, on va pouvoir faire vraiment une sélection du contenu qui correspond à cette thématique. Et après, on joue beaucoup sur
Ce matin, il y a eu une phrase qui s'est dit, à un moment donné, il faut faire des choix aussi. Et moi, je le pense, parce que, enfin, on le pense. Sur nos sites, on ne peut pas tout mettre. À un moment donné, il faut cibler, il faut penser à nos cibles et faire ces choix-là. Voilà. Après, je compte beaucoup sur la transversalité. Vous avez vu ces bandeaux noirs sur le côté qui sont vraiment très simples. Donc, les gens vont écrire des posts. Donc, on va animer pour écrire des posts, un maximum de posts, que tout le monde pourra écrire sur notre site. C'est ça l'ouverture totale de notre site. Plus les gens que l'on animera dans la ville. Et donc tous les mots qu'on verra, il y aura un énorme travail d'identification de ces mots dans ces posts pour faire les liens transversaux sur les côtés. Voilà. Mais après, les thématiques les plus grosses, elles sont sur la homepage. Ok. Bon, je comprends mieux. Il y a une autre question que je me posais aussi, c'est quand on arrive sur le site, bon, d'après ce que je comprends, c'est un site qui est fait par les Lyonnais et qui s'adresse aux Lyonnais. Seulement, quand j'arrive sur le site, je suis un touriste lambda et je me dis que ce site aussi est fait pour moi. Enfin, comment vous arrivez à cibler finalement les Lyonnais? Parce que quand on arrive sur le site, on se dit que ça peut être n'importe quel touriste qui peut être intéressé par ce site-là. Enfin, ou alors non, c'est un site pour les touristes. D'accord, bon, bah alors... Alors, il y a un truc, si on peut revenir il y a déjà un site pour les Lyonnais, qui s'appelle Mon Week-end à Lyon. Mon Week-end à Lyon, tout à fait. Là, on est effectivement sur le site grand public qui est construit par les Lyonnais, mais pour donner envie aux extérieurs de vivre la ville comme les Lyonnais. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Bon, mais c'est vrai qu'avec les bonnes feuilles, on ne peut pas lire tout le livre. Hein, non, mais tout forcément, j'ai une opinion un peu tronquée. Mais si, alors, juste, on peut revenir au slide qu'il y avait avant, il y avait l'écosystème, en fait, des différents contributeurs. Moi, je m'interrogeais parce qu'il en manque un. Non, pas, voilà. Hop. Voilà, finalement, je me dis, quelle est la place du touriste dans cet écosystème? Est-ce que lui aussi va être un contributeur? Parce que là, comme vous le présentez ici, finalement, il est un petit peu oublié, quoi. Là, il s'agissait de vous montrer les réseaux sur lesquels on a travaillé précédemment, mais évidemment que les touristes sont intégrés dans la problématique. Et vont pouvoir... En tant que contributeur ou en tant que... En tant que contributeur, oui. Par contre, on sait que ça va être le plus difficile, en fait. On le sait parce que c'est des gens qu'on ne va pas avoir forcément sous le coude à l'instant T ou qui vont répondre à l'avis client de notre centrale de réservation. Alors on se trouve des fois sur des avis clients très forts où ils nous font vraiment un compte-rendu de leur séjour, mais on sait que ça va être une donnée qu'on va vouloir avoir. Donc on va aller dans la rue aussi filmer ce retour d'expérience de touriste, mais on sait que ça va être très difficile d'avoir ce contenu. Voilà. Ouais, donc en quelque sorte, vous présentez un petit peu comme le Wikipédia du tourisme lyonnais. C'est quelque part ça. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous reproche un petit peu les travers qu'on connaissait à Wikipédia au départ, en tout cas, sur tout ce qui est autopromotion, finalement? Est-ce que ça ne va pas être un support pour certains de se faire valoir? Et puis sur la fiabilité de l'information, qui c'est qui va contrôler cette information? Est-ce que vous avez prévu des ressources nécessaires derrière pour ce faire? Comme Olivier l'évoquait tout à l'heure, notre métier va évoluer. D'un métier de rédacteur, on va basculer petit à petit sur un métier de modérateur, d'animateur. Donc on va être vigilant sur l'ensemble des informations postées sur le site. Évidemment qu'il va y avoir des travers. Enfin, je veux dire, tout n'est pas tout rose et il y a des choses sur lesquelles il faudra qu'on soit vigilant. On va passer vraiment d'un métier à l'autre. Hein. C'est un changement de fonctionnement qui est total. On va apprendre aussi pendant plusieurs mois. Quand le site va être en ligne, là, pour sa version bêta en novembre, le travail va ne faire que commencer. En fait, on rentre sur la deuxième phase, qui est une phase d'apprentissage, de remplissage, d'animation, qui est monstrueuse. Et on va apprendre sur le tas aussi, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas non plus, nous, de référence sur ce type de métier-là, quoi. Bon, j'ai juste envie de dire que c'est quand même un scandale aussi ce concours, parce que finalement vous présentez comme les co-auteurs, mais finalement ce ne sont pas vous les auteurs, ça va être les dizaines, peut-être les centaines de contributeurs. Donc c'est des nègres et en plus vous vous revendiquez auteurs, donc voilà, vous l'assumez, c'est bien. Cela provoque, il n'y a aucune prétention là-dedans. C'est la nouvelle façon d'écrire, c'est le livre contributif. En tout cas, merci. Non, j'ai pas fini, cher Laurent. J'avais juste deux petites questions, si tu. D'accord, si moi tu c'est Ludovic. Non, mais tu le fais tellement bien que je me suis pris au jeu. Non, en fait, voilà, il y a une question quand même qui est importante, c'est vu que la prose et tout ce qui va être écrit ne vous appartient pas, comment vous avez réglé en fait la problématique des droits d'auteur?
En fait, ça sera clairement écrit sur le site que toute contribution sera dans le domaine public, en fait. Donc je signe un formulaire quand je veux proposer un contenu. En effet, il y a une charte qui sera, lorsque je crée mon profil, il faudra accepter la charte. D'accord, c'est peut-être un frein aussi quand même à la participation, non? Non. Facebook, non, en même temps, le fait, c'est vrai. Bon, ben, ouais. Et le dernier point, c'est qu'on pouvait juste peut-être vous reprocher d'avoir un petit peu copié Visite Copenhague qu'on a vu ce matin avec François. Voilà, moi j'ai juste. Non, mais il n'était pas sorti quand on a commencé. C'est ce qu'on pourrait vous reprocher, j'ai envie de dire. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est ça aussi innover, c'est copier mais en mieux. Donc bravo pour cette initiative et on espère qu'elle sera. Pas de la copie, c'est du benchmark. Hein. Mais en tout cas, merci à vous quatre de vous être prêtés à ce jeu pas toujours très tendre en face de nos 6 chroniqueurs. Alors, je voudrais simplement rétablir une vérité. Évidemment que toutes les critiques ne sont pas réelles. Évidemment aussi qu'on aimerait accueillir plus de femmes sur notre plateau. Évidemment. Et chaque année, on fait des appels à contribution. Et chaque année, on n'a que des hommes qui sont prêts à intervenir. Donc, pour les ET8, n'hésitez pas. On fera de nouveau un appel à contribution. Et on aimerait avoir plus de femmes sur le plateau. Il n'y a pas de machisme. On est pour la parité. Mais malheureusement, c'est vrai que dès qu'on met un peu de techno, on se retrouve avec plus que des bons hommes sur la table. Ah, ben oui. Alors, mesdemoiselles, mesdames, manifestez-vous pour l'année prochaine si vous voulez un plateau parité. Merci à tous et sinon, à demain matin pour la poursuite de nos travaux.